J'ai commencé par annoncer ma reconversion. Tout de suite, il y a eu une sorte d'émulation. Les gens sont venus à moi et j'ai eu le premier mois plus de 20 appels découvertes. Énorme, avec un post LinkedIn. Ouais, et j'ai eu très peur. J'ai bossé 10 ans dans ce qu'on appelle l'agrofourniture. Durant ces 10 ans, ça m'exaspérait d'entendre comment on pouvait communiquer sur l'agriculteur et l'agriculture. Et on sent vraiment que souvent les communicants n'y connaissent rien. J'ai continué mon boulot, mais à la naissance de ma deuxième fille, là je me suis dit, non, en fait, je veux pas retourner dans ce rythme de travail-là. Là, je suis full en ce moment, mon agenda est plein, il y a une liste d'attente, j'externalise en partie. Je travaille avec une personne qui gère déjà un de mes clients sur la partie créative. C'est aussi ce que j'aime dans mon métier avec les contrats CM. Ça me donne une vision. Je sais jusqu'à quand je suis entre guillemets tranquille en CA et en rémunération. Juste pour nous faire rêver un peu, c'est quoi le mois où t'as le plus facturé ? J'ai pas le nombre de factures par mois, mais j'ai un CA par mois. Mon plus gros, c'est... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de podcast avec Marie. Le but, à travers son parcours, c'est qu'on puisse vous inspirer, vous donner des clés pour que vous aussi, vous puissiez lancer et vivre de votre business de community manager. Salut Marie. Salut Yacine. Trop content de t'accueillir sur la chaîne. C'est un plaisir partagé, vraiment. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire du coup, qui tu es, quel âge as-tu, d'où tu viens ? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Marie Lemaître. Je suis fille, femme et sœur d'agriculteur. J'ai 31 ans. Je suis jeune maman de 2 jeunes enfants qui ont maintenant 2 ans et 4 ans. Quand je suis venue dans ta formation, ils avaient 6 mois et 2 ans. Ils étaient vraiment très petits. Donc je suis community manager et ma particularité, c'est que je travaille dans une niche qui est le secteur agricole. Ouais, c'est clair que c'est une niche qui est pas courante, on va dire. Je pense pas que c'est la niche qui suscite le plus de vocations, même si on en a de plus en plus. Et alors, je sais que tu travailles pas directement avec les agriculteurs. Ouais. Tu travailles avec des entreprises qui fournissent des services aux agriculteurs. Malgré tout, ça reste un secteur où on peut avoir beaucoup d'a priori, où on peut se dire, ok, est-ce que vraiment, est-ce que ce public-là va sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils ont envie d'investir sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose au début où tu as eu ces a priori-là avant d'y aller, ou ça a été vraiment hyper naturel pour toi ? En fait, la niche était hyper naturelle parce que j'ai bossé 10 ans dans ce secteur-là, dans ce qu'on appelle l'agrofourniture. Donc, c'est les entreprises qui vendent des services ou des produits aux agriculteurs. Et donc, en fait, durant ces 10 ans, je m'étais rendu compte qu'il y avait une vraie faille dans le programme, dans le sens où il n'y avait pas de communicants qui connaissaient le secteur agricole. Ok. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée comme ça. Ouais. Je Donc, savais que je voulais faire t'avais identifié même un besoin, quoi, un manque. Carrément. Ouais, clairement. Alors, on n'est pas zéro, mais ça se compte sur les doigts d'une main, globalement. Enfin, de 2 mains, on va dire. Et en fait, la majorité vont vendre directement aux agriculteurs, alors que moi, ma particularité, c'est que je vais proposer mes services aux entreprises du secteur agricole. Alors, c'est quoi qui était venu en premier ? Est-ce que c'était l'idée de devenir community manager ? Ou est-ce que c'était l'idée de servir cette cible-là ? C'était vraiment de servir cette cible-là. Okay. En fait, moi, ça m'exaspérait d'entendre comment on pouvait communiquer sur l'agriculteur et l'agriculture. Et on sent vraiment que souvent, les communicants n'y connaissent rien. Et en fait, j'avais vraiment envie de donner ma vision et d'accompagner les entreprises qui connaissent le secteur à mieux communiquer un peu en termes agri-lovers, si on veut, pour vraiment les accompagner, parce que s'ils n'étaient pas là, on ne mangerait pas, donc voilà. Ok, j'avoue. Ouais. C'est clair. Et du coup, raconte-nous, ça s'est passé comment ? T'as découvert de ce métier, cette vocation-là ? Comment ça s'est passé ? Alors, si on revient un peu dans mon parcours, en fait, j'ai fait 10 ans dans l'agrofourniture, dans des entreprises qui vendaient des solutions aux agriculteurs. Et donc, moi, j'étais dans le marketing. J'étais chef marché et après, j'ai fait du marketing stratégique à haut niveau, à l'échelle nationale, pour mettre en marché ces produits. Et en fait, j'étais dans du marketing très stratégique. Et en fait, ce qui était frustrant pour moi, c'est que j'adorais le côté opérationnel. Ok. Moi, j'aimais beaucoup communiquer, faire des choses. J'étais très créative, mais c'était pas mon boulot. Donc, j'externalisais ça à des gens qui ne savaient pas communiquer, donc qui me ramenaient du coup des visuels. Alors toi, ça va peut-être pas te choquer, mais moi, maintenant, ça me choque. Genre, quand tu fais une création et tu ramènes un chapeau de paille, tu sais, le petit brin de paille, pour parler des agriculteurs, il n'y a rien de plus exaspérant pour un agriculteur parce qu'on ne le connaît pas. C'est pareil, la fameuse grange rouge américaine, en fait, ça n'existe pas par ici. Ouais. Donc, en fait, ce qui manquait à ces communicants, c'était de connaître le langage agricole, et moi, je l'avais. Donc, j'étais déjà créative et j'avais ce langage-là. Je me suis dit, en fait, faut que je me lance. Mais c'était pas si facile que ça de prendre la décision de se lancer. J'imagine. En fait, ce qui a fait le déclic, parce que j'étais cadre, j'avais quand même un bon niveau de travail, j'étais
c'était pour moi presque un succès professionnel, tout ce que j'avais pu mener pendant ces 10 ans. Mais à côté de ça, il y a eu 2 déclics dans ma vie, c'est mes 2 enfants. Et en fait, lorsqu'ils sont nés, mon premier est né, ça a été un bouleversement. Je pense que j'ai un tempérament qui fait que pour moi, c'était impossible de changer ma vie. Je voulais tout mener, tout pareil, avec mes enfants. Sauf en fait, c'était impossible. J'arrivais pas à tout concilier. Et donc, j'ai fait un premier burn-out là, enfin, un premier dernier. C'était pas une période facile. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas possible de tout mener de front comme ça, à haut niveau. Donc, ça a bouleversé les choses. Bon, je me suis reconstruite. J'ai continué mon boulot. Mais à la naissance de ma 2e fille, là, je me suis dit, non, en fait, je veux pas retourner dans ce rythme de travail-là, qui était un rythme conséquent, avec beaucoup de déplacements, etc. Et je pense que le marketing stratégique me plaisait, j'ai appris plein de choses, mais que pour autant, j'étais tout le temps dans l'effort. Alors que quand je suis dans la création pure, je suis pas dans l'effort, c'est presque du loisir, je sais pas comment dire ça, mais c'est moins de l'effort. Donc voilà, à la naissance de ma 2e, ça a été un déclic. En fait, lorsque j'ai dû reprendre le travail, j'ai pris la décision de pas poursuivre dans mon boulot. De pas le reprendre. Quand il a fallu y aller, finalement, tu as décidé. J'ai eu quand même une entreprise qui m'a écoutée, et ça, je la remercie. Et le système français est super bien fait, c'est que j'ai eu une rupture conventionnelle, donc ça m'a aussi aidé à passer le cap, parce que, faut le savoir, lorsqu'on a une rupture conventionnelle et qu'on veut se lancer à son compte, on est complètement protégé, c'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de sécurité financière tous les mois, qui va faire que si tu as un mois où ton CA est un peu moins bon, t'es compensé. Mais ça, c'est lié au chômage ou à la rupture conventionnelle ? Au chômage. C'est au chômage et à la rupture co. Parce que la rupture co, sinon tu ne touches pas ton chômage. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est valable même pour des personnes qui sont pas en rupture conventionnelle. Ouais, mais ça dépend juste si ils ont accès au chômage, au droit au chômage. C'est ça. On a eu un peu le même parcours, moi, quand je me suis fait virer, vu que... je me suis fait virer, mais en fait, on m'a proposé une rupture conventionnelle. Et ça m'a vachement aidé pour me lancer, quoi. Et est-ce que tu dirais que c'est incompatible d'avoir un poste de responsabilité, un poste de cadre dans le marketing, etc., dans une boîte, et de pouvoir avoir une vie de famille épanouie? Tu en penses quoi? Je peux pas dire que c'est incompatible pour tout le monde. Il y en a plein qui y arrivent. Après, c'est des choix de vie. Moi, je me suis rendu compte que pour moi, dans ma manière d'être, c'était pas ce qu'il me fallait. Après, c'est des choix de vie. Regardez, le président de la République, il a des enfants, il y arrive. Donc, c'est des choix de vie. Je pense que si tu lui poses la question, il dirait pas qu'il a un équilibre là-dedans. Moi, à ce moment-là, tout s'est bouleversé. Je pensais être très carriériste, je le suis encore. Mais il y a des périodes de la vie où je pense qu'il faut accepter de revoir un peu sa vie pour s'adapter aussi à ses choix et sa bonne balance pro-perso, quoi. Ok. Et du coup, quand tu as quitté ton boulot, est-ce que dans ton entourage, il y en a qui t'ont dit que tu faisais une erreur ou quoi? Mes parents ont eu tellement peur pour moi quand je leur ai dit je vais bosser dans les réseaux sociaux. Je pense qu'ils comprennent toujours pas ce que je fais exactement. Ils se sont dit, mais elle est influenceuse, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ça a fait très peur. Mais en fait, je sais pas. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où, je sais pas, les planètes s'alignent. Et moi, j'avais le sentiment que tout s'alignait, tout roulait. En fait, quand j'ai décidé de quitter mon job, j'avais pas encore découvert ta formation, mais ça arrivait pratiquement dans ce moment-là. Je sais pas, je scrollais sur Facebook, j'ai vu une formation qui parlait de ça, et du coup, je me suis lancée comme ça, en fait, comme si les planètes s'alignaient. Pourtant, je suis quelqu'un hyper réfléchi, mais là, je me suis laissée porter par ce qui arrivait. Je pense que l'élan des nouveaux enfants, ça joue, non? Ouais, je pense que oui. Les enfants font. Tu sais que moi, j'ai lancé Devenir CM juste après avoir eu mon 2e. Ah oui, c'est pareil. Ouais. Je pense que ça joue, ça bouleverse plein de choses. T'as envie de revoir ton équilibre, t'as envie d'être bien aussi et aligné avec toi-même. Et moi, c'est aussi ce que je ressens maintenant, c'est que je me sens beaucoup plus apaisée, en fait. Je me sens alignée. Et du coup, t'avais une idée, déjà, quand t'étais en congé maternité et tout, tu te disais, ok, tu te projetais déjà, tu disais non, mais je vais pas y retourner, et tu commençais déjà à réfléchir à ce que tu pouvais faire? Non, en fait, j'étais vraiment dans le moment présent. En fait, je savais qu'il y avait une échéance. Et j'ai laissé le porter jusqu'à l'échéance en me disant, on va voir au feeling comment ça se passe quand je vais rééchanger avec mon entreprise. Et là, je sais pas, il y a eu une sorte d'évidence devant moi qui m'a dit, non, là, tu peux pas recommencer la même période de burn-out que j'avais eue, parce que je savais que dans mon tempérament, ça pouvait me retomber dessus. Et là, je sais pas, c'est comme s'il y avait une sécurité, une barrière de sécurité qui était apparue devant mes yeux en me disant, non, là, stop, il faut arrêter. On parle de ça, c'était quoi, 2023 ou 2024? Alors, 2021, premier enfant burn-out.
Après, j'ai poursuivi mon boulot, ça s'est bien reparti. Ouais. Voilà. Et deuxième enfant, 2023, avec congé maternité, ça fait que début 2024, je prenais la décision d'arrêter. Ouais, donc ça fait 1 an à peu près là, du coup, Ouais. que TCM. Ouais, la formation a commencé mars 2024. Ok. Ouais. Ouais, je pense que tu as commencé, je pense, 1 ou 2 mois avant Laetitia, avec qui on a filmé le podcast juste avant. Ok. Ah, c'est marrant. Donc c'est la génération de l'année de 2024, quoi. C'est fou. Parce que du coup, c'est passé vite en 1 an, t'imagines tout ce qui s'est passé? Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que ça fait... non, j'exagère un peu, pas 10 ans, mais en tout cas, que ça fait bien plus d'1 an, parce que j'ai eu plein de missions différentes. Et 1 an, ça me paraît tout petit par rapport à tout ce que j'ai fait Et du finalement. coup, si on revient au lancement, donc toi, tu avais identifié des besoins, tu as vu que les communicants, ils n'arrivaient pas bien, ils ne comprenaient pas l'avatar des agriculteurs. Est-ce que toi, tu connaissais le métier de community manager déjà? Non, je le connaissais parce que j'externalisais à ces gens-là. Mais non, je connaissais pas le métier de community manager. Je savais tu en avais entendu parler, oui, je comprenais que c'était quelqu'un qui gérait les réseaux sociaux de quelqu'un d'autre, mais ça s'arrêtait là. Le métier en lui-même, le côté opérationnel, je ne l'avais pas. Non. Et c'est quoi qui t'a attiré au début là-dedans, au tout départ? L'accès au marketing opérationnel. En gros, moi, je savais que je voulais faire de la com. Donc toi, c'est vraiment ce côté créativité et tout qui t'a plu? Oui, et puis répondre à ce besoin. Il y avait vraiment ce besoin presque viral de dire, tiens, j'ai envie d'accompagner les agriculteurs et les entreprises à mieux communiquer. J'en ai marre d'entendre des choses aux infos qui ne sont pas correspondant à ce que moi je vois au quotidien. Ouais, je vois très bien. Du coup, c'est marrant parce que dans la formation, je pense que tu t'en souviens, au départ, on fait un travail sur la niche. Et du coup, là, ça dépend des gens, mais t'en as qui arrivent, ils n'ont pas du tout une idée sur vers où ils veulent aller, et donc on les aide un peu à trouver leur niche. Donc ça veut dire que toi, c'était déjà dans ta tête, c'était clair. Ouais, la seule hésitation que j'ai eue, c'est que je suis cavalière à côté, et que je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal d'aller sur le secteur du cheval. Puis non, en fait, après, je me suis vite, remise en me disant, non, en fait, ta vraie force, ta vraie plus-value, elle est dans le secteur agricole. T'as fait 10 ans là, ça serait trop bête de recommencer à zéro dans un autre secteur. Du coup, tu peux me donner un exemple un peu de type de client avec qui tu travailles aujourd'hui pour que ça soit un peu plus concret? Je travaille avec des coopératives agricoles, par exemple. Donc, ce sont des entreprises qui vont vendre des produits, des engrais, ça peut être des produits de la santé du végétal, de l'alimentation animale aussi, directement aux agriculteurs. Donc j'ai ce profil-là, mais ces coopératives, ils ont aussi des fournisseurs. Donc des fournisseurs, c'est ceux qui ont les produits et qui vont les distribuer aux coopératives, qui vont les vendre après au client final. Donc je travaille aussi avec les fournisseurs, donc qui ont le produit mère et qui vont le vendre aux distributeurs, donc qui veulent aussi se faire connaître dans le secteur agricole. J'ai aussi des conseillers, donc ça peut être des gens qui vont dans les champs avec les agriculteurs et qui les aident pour la réglementation, pour leur programme dans les champs, pour la ration des animaux. Voilà, c'est très très varié. J'ai aussi des recruteurs agricoles, donc pour se faire connaître, pour trouver les futurs talents dans l'agriculture. Énorme. C'est hyper riche en fait. Non, mais en fait, on se rend pas compte, mais derrière un agriculteur, il y a une strate énorme d'acteurs. Complètement. Du coup, raconte-nous, en fait, les premiers appels découvertes que tu as fait, les premières fois que tu allais à des rendez-vous, comment les gens ils t'ont connu au départ, etc. Donc si on revient à la genèse, donc mars 2024, je décide de faire cette formation. Dans ta formation, on nous demande de passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est ça. C'est un moment où on nous dit, allez, maintenant, tu vas poster, tu vas annoncer ce que tu fais. Et donc, moi, j'ai commencé par annoncer ma reconversion sur LinkedIn. Et donc, de par mes 10 ans de réseau, j'avais quand même un bon réseau et une bonne communauté sur LinkedIn. Et donc, lorsque j'ai annoncé ma reconversion, en faisant un petit teasing, tout de suite, il y a eu une sorte d'émulation très rapide. Et en fait, sans prospection, je sais que t'aimes pas trop quand on dit ça, mais voilà, sans prospection, j'ai pas du tout cherché les gens, mais les gens sont venus à moi et j'ai eu le premier mois, donc mars, début de formation, je crois qu'on commence à passer à l'action sur la moitié de la formation, donc avril-mai. Sur mai, j'ai compté, j'avais plus de 20 appels découvertes. Énorme. Sans prospection. Avec un post LinkedIn. Ouais, et j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que là, je me suis dit, mais comment je vais m'organiser ? Surtout que premier appel découverte, premier contrat signé. Ça, c'était incroyable. Et d'ailleurs, je bosse toujours avec cette cliente. Merci à elle. Mais
Ouais, c'était incroyable. Et en fait, par contre, je me suis jamais démontée en rendez-vous découverte et je trouve que la trame du rendez-vous découverte que tu proposes m'a vraiment aidée. Je m'en sers toujours. Trop bien. Ça fait hyper professionnel. Tu as des questions ouvertes. Tu as une démarche en auto-noir qui fait que... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma sécurité de base dans mon rendez-vous Trop découverte, bien. c'est ça. Trop bien. Du coup, tu avais déjà un réseau LinkedIn assez développé? Ouais. Je sais pas mesurer combien. Je pense que j'étais un peu en dessous de la barre des 1000 Est-ce que c'était abonnés. un Mais réseau, tu avais ajouté des gens ou tu faisais déjà du contenu et tout à l'époque non, j'avais pas de contenu en particulier, mais j'avais du monde à me suivre et moi je suis aussi des gens. C'est très comme ça. Tu sais, quand tu es dans une entreprise, tu rencontres des gens, ça se fait très naturellement, les gens te suivent. LinkedIn en mode corporate ancienne. Exactement, c'est ça. Ouais. Ok. Mais du coup, c'est trop intéressant. Ça veut dire que une première publication bien faite auprès d'un réseau qui est existant, ça peut générer 20 appels découvertes. Et c'est incroyable. Ouais, c'était fou. C'était fou. À côté de ça, j'avais lancé mon Instagram, donc je touchais des nouvelles personnes. Donc j'ai eu quelques rendez-vous aussi découvertes par ce réseau-là. Mais je pense que quand même une bonne majorité, c'était LinkedIn. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit que les entreprises qui me connaissaient, avec qui j'avais déjà bossé. Mais non, pas du tout. C'était aussi des gens qui me suivaient comme ça, où l'algorithme, dès que ça réagit bien, il te propose à plein d'autres personnes. Et en fait, j'ai eu des entreprises que je connaissais absolument pas, qui m'ont contacté aussi, mais je les avais même pas cherchées, quoi. C'était... Est-ce que c'est forcément autour de chez toi ou pas forcément? Alors moi, je travaille avec des entreprises des 4 coins de la France. Ok. Et je me déplace très peu. Okay. Voilà, donc ça change par rapport à mon boulot auparavant. Et ça, c'est ce que tu cherchais ou pas spécialement? En fait, je savais déjà travailler en télétravail parce que je le faisais beaucoup. Je me déplaçais aussi beaucoup et je savais que dans ma situation actuelle, donc pour rappel, jeune maman, jeunes enfants et en plus un mari qui est agriculteur, donc qui a aussi des contraintes d'organisation sur le plan familial, on va dire. Donc les déplacements toutes les semaines, j'en voulais plus. Ça, c'était assez clair. Et en fait, non, naturellement, en fait, je me suis dit, mais j'ai pas besoin d'être là avec mes clients pour qu'ils me créent du contenu. Moi, j'ai envie qu'ils soient aussi de la partie. Et moi, je travaille vraiment en collaboration et j'appuie vraiment là-dessus. Je dis souvent à mon client en rendez-vous découverte, moi, je suis là, on dit gestion des réseaux de A à Z. Moi, c'est pas de A à Z, c'est de A à Y. Et le Z, il est hyper important, c'est vous. Et j'ai besoin de vous. Si vous n'êtes pas dans la barque avec moi, dans le bateau, moi, je bosse pas. Okay. Vous me payez, mais je bosse pas. Non, mais c'est vrai, ils ont besoin de me fournir la matière, quoi. Non, mais c'est bien de me dire comme ça, au moins ils comprennent. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui s'imaginent que on te délègue les réseaux et toi, à la fin du mois, tu viendras m'expliquer ce que tu as fait, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on a des résultats. Il y en a certains qui le font, qui font vraiment de A à Z, mais moi, c'est pas ma manière de travailler. Je veux vraiment travailler en équipe avec l'équipe de mon client. Et c'est comme ça que je me plais bien, que je m'établis. Ouais, mais je pense que c'est ce qui te plaît, mais je pense que t'aurais pas les mêmes résultats aussi si tu les impliquais pas. Ouais, certainement. Et puis là, du coup, j'ai vraiment du contenu très authentique qui vient de l'entreprise avec le regard des gens qui y travaillent. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, de refuser une mission parce que la personne ne voulait pas du tout se montrer, s'impliquer oui, ça m'est arrivé. En fait, je sais même pas si c'est moi qui l'ai refusé ou c'est qu'ils sentaient que ça s'est pas fait. Parce que je pense que aussi, ça leur a fait, entre guillemets, peur que je leur dise j'ai besoin que vous soyez impliqués. Donc toi, t'en as fait quand même une condition pour que ça puisse fonctionner. Oui, et de se montrer. Pour moi, c'est... se montrer. Okay. Je veux... en tout cas, pour mon client, je sais que les résultats seront là s'il se montre et si c'est du contenu authentique. Les agriculteurs, ce sont des humains qui aiment le lien. Donc, d'humain à humain. On doit le sentir dans les réseaux. Ok. Et du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te dise moi, je suis pas très à l'aise? J'imagine que oui. Mais... Oui. Et souvent, en fait, moi, je les pousse un peu dans leur retranchement. Et après, quand ils voient le montage final, ils font en fait, on peut faire tout, on peut bafouiller, on peut faire tout, n'importe quoi. Tu rattrapes. Ouais, bien sûr. Et ça fonctionne. Et quand tu vois les résultats derrière, tu te dis, oui, finalement, ça vaut le coup. Ok. Et là, du coup, comment ça se passe? Par exemple, mettons un tournage avec un client comme ça. Est-ce que c'est lui qui va t'envoyer les rushs? Ou est-ce que tu vas quand même te déplacer une fois tous les X temps pour... Non, c'est eux qui envoient les rushs. Ça m'arrive de me déplacer, mais c'est souvent sur des missions additionnelles, on va dire. Ouais, ok. Voilà. C'est bien de le dire, parce que ça, c'est aussi un frein de plein de gens qui se disent mais comment je vais réussir à créer du contenu alors que je suis à distance? En fait, tu montres que c'est très simple, en fait. Il faut juste que le client il soit volontaire, qu'il s'implique, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Oui, et puis après, c'est une sorte... je pense que quand même, dans le métier de community manager, il faut être organisé et que les clients sentent que tu es organisé aussi. Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est tous les lundis matins, je leur envoie un brief des 2 semaines à venir. Comme ça, ils ont en tête ce qu'ils ont à faire. Et voilà. Et après, ils savent que moi, je prépare. Si j'ai pas de matière, ben, je ne peux pas faire, mais je paye tout autant. Enfin, bien sûr, c'est leur responsabilité. Ah ouais, je comprends. Ouais. Ça leur met un coup de pression d'un côté. Et je sais pas si je fais très peur, mais oui. Non, mais c'est pas... coup de pression, c'est un peu fort, parce que je veux dire, c'est... En fait, le fait de dire, OK, Marie, elle a consacré tel jour pour faire le montage, ben, en fait, si je veux avoir quelque chose à publier, je dois lui envoyer les trucs à temps, quoi. Mais je pense qu'ils aiment ça. Enfin, ils aiment ça, les clients qu'on les... En fait, s'ils cherchent un communicant, c'est aussi pour leur donner un rythme, un cadre, et qu'ils soient un peu poussés dans leur retranchement, parce que la communication, c'est ce qui se passe toujours en dernier. Exactement. Et oui, il y aura toujours quelque chose de plus important. Perçu comme plus urgent et plus important. C'est ça. Et donc, d'avoir une personne extérieure qui leur donne un rythme, ça leur fait beaucoup de bien. Du coup, ça a pris combien de temps entre le moment où tu as fait la formation et le moment où tu as signé un premier client? Donc, mars 2024, début de la formation. Annonce en début mai. Et donc, j'ai signé ma cliente début mai, ma première. Et j'ai officiellement lancé mon entreprise 1er juillet. Donc, je me suis arrangée avec la cliente pour commencer à facturer au 1er juillet. Parce que je voulais être au premier... l'histoire des trimestres pour l'aide là, qui fait que tu as la moitié de ta TVA. C'est pas la TVA, mais de tes taxes. L'ACRE. Exactement, l'ACRE. Merci de m'aider parce que je ne savais pas comment le dire. Donc, j'ai fait ça. Et donc, premier client comme ça en mai. Et après, j'ai signé les autres à suivre. Donc, ce qui fait qu'en mai, je me suis retrouvée avec 2 CM. Tu vois, je fais ça parce que je me souviens déjà de mon état d'esprit. Je me disais, mais comment je vais y arriver 2 CM et 2 coachings. Et ça m'a fait très peur, la partie coaching, parce que je ne me sentais pas encore légitime sur ce moment-là. Et en fait, ça s'est passé quand même. Mais ça sera à refaire. Maintenant, je me sentirais beaucoup plus légitime sur le coaching. Voilà. Et après, j'ai eu un 3e CM qui s'est contractualisé sur juillet. Donc, ce qui fait que, en fait, sur l'été 2024, j'étais 3 contrats CM plus 2 coachings. Donc, j'étais déjà... T'as eu un bon été, quoi. Un bon été, ouais. Un peu de pression. Et après, j'ai signé mon 4e contrat après en septembre. Et voilà, maintenant, je tourne toujours entre 4 et 5 contrats CM. Et le coaching, j'en ai pas repris. Parce que c'est pas le truc qui me plaisait le plus à ce moment-là. Je ferme pas la porte maintenant, mais je pense que c'était peut-être un peu trop précoce. Tu pensais que tu pouvais proposer ce genre de prestat aussi? La partie coaching? Oui, mais je pensais pas que ça aurait été dès maintenant, en fait. J'ai un peu regretté de l'avoir fait si vite. Voilà. Mais j'ai bien aimé. Mais je crois que j'aime d'autant plus la partie CM où je me sens vraiment intégrée dans l'équipe et le côté quotidien avec les entreprises. Tu dirais regretter pourquoi ça a mis trop de pression? Parce que j'ai senti que j'aurais pu faire mieux après, pour le client. Je suis assez perfectionniste et j'aime... j'ai envie de dire, tu pourras toujours faire mieux là. Oui. Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui était mon problème dans mon ancien boulot, c'est que je voulais trop bien faire et que des fois, ça te rend pas très bien. Mais je pense que je ferais mieux maintenant. Non, mais je comprends très bien. En plus, ça arrivait, t'as eu tout qui arrivait en même temps. Et est-ce que toi, à la base, quand t'as choisi de devenir CM, t'avais comparé un peu d'autres formations et tout? Oui. Du coup, c'était quoi les critères? Toi, t'avais quoi comme critères pour choisir ta formation? Moi, je n'aime pas le côté vendeur de rêve. Le côté tu travailles 1 heure par jour et tu gagnes 4 000 € ou 6 000. J'y crois pas, ou en tout cas, c'est pas dans mes valeurs. Moi, j'aime les valeurs du travail et c'est ce qui m'a plu dans ta formation. Et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est parce qu'on est en train de faire aussi, c'est les témoignages des personnes qui témoignaient. Après, je préfère le dire maintenant ici. C'est moi, quand je les ai vus la première fois, je me suis dit, j'espère que c'est pas des contrats rémunérés ou c'est des gens qui parlent. Alors là, je peux vous le dire, moi, je suis pas du tout rémunérée pour le faire. Je viens parce que j'ai envie d'aider d'autres personnes à connaître cette formation. Tu t'es demandé si vraiment les gens étaient payés pour... Je me suis dit, mais attends, elles sont toutes trop belles, trop heureuses, elles gagnent toutes trop bien leur vie, c'est trop beau pour être vrai. C'est des acteurs. Et non, après, les histoires étaient quand même hyper authentiques, chacune différente. Et donc, je me suis dit, ça a l'air vraiment bien. Et puis, je me suis dit, mais j'ai quoi à perdre? Pas grand-chose.
Et c'était un investissement à ce moment-là parce que tu te dis c'est un investissement financier pour toi, mais j'étais prêt à le faire parce que c'était vraiment, je te dis, l'histoire des planètes qui s'alignent. Je me suis dit, j'ai trop envie de le faire, pourquoi je le fais pas? Ouais, trop bien. Et donc, t'as bossé, Ouais. tu te donnais à fond, quoi. Oui. Alors, je pense que je suis pas la meilleure élève dans le sens où j'ai pas fait le 100% de ta formation parce qu'en fait, c'est allé tellement vite que j'ai été obligée d'aller à l'essentiel et de m'occuper de mes clients aussi. Mais le côté passage à l'action, de te sentir accompagné, et puis le côté aussi groupe, tu vois, où chaque mois, tu as un groupe différent, mais du coup, la promo avec qui tu es te suit. Et nous, on se parle toujours, quoi. La promo, c'est un peu... Je me suis jamais sentie seule. J'avais ma promo avec moi, et même maintenant, encore aujourd'hui, on discute toujours ensemble, quoi. Tu leur as dit que tu venais? Ouais. Oui, c'est le bonjour de tout le monde. Trop bien. On leur fera une petite photo. Oui. Trop bien. Mais le côté promo, quand tu fais une reconversion, ça joue un grand rôle aussi. Parce qu'on n'a pas tous un entourage qui nous soutient. Bon, aujourd'hui, il y a ton conjoint qui est venu t'accompagner sur le podcast, donc je pense que le soutien, il doit être là. Oh oui, lui, il me soutient tout le temps. Je pourrais avoir n'importe quelle idée, je crois qu'il dirait, bon, vas-y, essaye. Ça va, j'ai beaucoup de chance. Ouais. Mais il y a vraiment toutes sortes de situations et tu as vraiment des gens qui sont vraiment seuls en fait, dans leur business, quoi. Et le fait d'avoir des gens qui ont le même projet que toi et qui se lancent en même temps, ça donne aussi de la force. Ouais, je pense que ça te porte et ça rassure vraiment d'avoir cette promo avec toi. Et voilà, moi je peux le dire, ça fait 1 an qu'on a terminé et on discute toujours ensemble, quoi. Donc voilà. Et là, c'est marrant parce que tu m'as dit que les clients que tu as signés il y a 1 an, tu travailles encore avec eux aujourd'hui. Ouais, oui. Du coup, ça serait quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un pour pouvoir garder des relations long terme avec les clients et que ça se passe bien, justement, avec le recul que tu as? Moi, j'ai toujours été très authentique avec mes clients. On s'est toujours dit les choses. Et je travaille comme si pour moi, je suis salariée de l'entreprise, quoi. J'ai l'impression d'être dans l'équipe. Et d'ailleurs, je suis souvent très intégrée dans les équipes, dans le sens où ils m'invitent à leur séminaire. Donc, je suis vraiment presque la responsable com de chaque entreprise, quoi. Et je travaille avec les équipes, c'est moi qui va les appeler si j'ai besoin d'un contenu. J'ai souvent un référent, mais l'équipe au global me connaît et j'échange avec l'équipe. Donc je suis jamais seule en fait. Donc, mais toi, tu as pris cette posture-là. C'est-à-dire que tu n'as pas attendu qu'on te la donne. Tu t'es positionné toi-même déjà comme faisant partie de l'équipe et c'est moi qui suis responsable de cette partie-là. Et je pense que mes clients l'ont fait aussi naturellement. Ils ont envie d'avoir un contact comme s'ils avaient un responsable de l'équipe, quoi. En mode externalisé, mais pas tant que ça finalement. Non, non. Et moi j'aime beaucoup ce côté-là. Et en fait, c'est ce qui fait la richesse de mon travail aujourd'hui, c'est que je travaille pour 5 entreprises différentes. Et avec des services, des fonctionnements différents. Donc, c'est hyper riche et varié. Ouais. Du coup, tu dis nous. Oui. Ouais. Et ça, c'est un truc que moi, j'appliquais quand je m'étais lancé. Et je l'ai conscientisé plus tard. Mais je pense que du coup, c'est cool de le dire. C'est vraiment de sentir faire partie de l'équipe. Ouais. Et d'agir comme si c'était aussi ta responsabilité. C'est pas juste un client pour qui tu livres un service. C'est en mode, c'est le succès de l'opération marketing. C'est mon opération. On est ensemble dedans, quoi. Et ça, le client, il le ressent et ça fait une grosse différence aussi. Ouais, c'est vrai, je ne l'avais pas conscientisé, mais oui, c'est vrai que je dis nous et je me sens vraiment dans l'équipe à chaque fois. Ouais. Et en fait, je crois, parce que j'ai cette chance-là, c'est que je peux choisir mes clients, je crois que je joue vraiment au feeling aussi dans le choix de mes clients. Ouais. Et ça m'est arrivé une fois de douter au départ. Quand il y a un doute, n'y allez pas. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Exactement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et maintenant, je sais que vraiment l'instinct du départ, de ton rendez-vous découverte et de la suite, là, quand tu es entre deux et que tu n'as pas encore signé, c'est là que tu sais si ça va bien se passer ou pas. Ouais, ok. Et tu as dit un truc aussi tout à l'heure, c'est tu leur expliques qu'ils vont devoir s'impliquer. Ouais. Et donc ça veut dire aussi, j'imagine, tu leur vends pas du rêve sur les résultats qu'ils peuvent avoir. Ah non, pas du tout. Et tu leur expliques, si on fait ça, on aura ça, si on met attention. Enfin voilà, et t'es assez transparente, je pense, là-dessus aussi. Oui. Alors moi, je suis une fervente du développement organique, surtout au départ. Donc sans publicité, on teste l'algorithme et on a des objectifs SMART. Pour moi, c'est hyper important de leur dire dès le départ que les objectifs, déjà, c'est une collaboration. Et que des fois, ça peut prendre 2-3 mois avant de vraiment décoller. Et pour la simple et unique raison que si tu démarres à 0, tes premiers abonnés en organique, ils sont très gentils de t'avoir accepté dans ton, de s'être abonné, quoi. Donc moi, je sais que les paliers des 100 premiers abonnés,
Ça peut paraître tout petit, mais quand tu démarres un compte et qu'il faut chercher les 100 premiers, ça peut prendre un peu de temps. Et après, ça décolle. Ok. Voilà, donc l'organique pour moi est important et les résultats c'est très variable. J'ai des clients qui cherchent. En fait, c'est là où ton rendez-vous découverte est important, c'est de savoir quels sont l'objectif. J'ai des clients, l'objectif c'est vraiment purement notoriété et ils ont une vision dans le temps de se dire bah tiens je veux rajeunir la communauté et mes futurs clients par exemple. Et j'en ai c'est plutôt bah tiens je cherche des appels découvertes. Ben on va pas travailler de la même façon. Mais à chaque fois, je suis très smart et je sais dire les choses. Et quand je fais un moins bon mois, je sais aussi prendre les responsabilités et dire ce qui va et ce qui va pas. Ok. Tu penses que ça peut freiner des gens de leur dire ouais, ben ça va, tu vas pas avoir des résultats le premier mois, ça va prendre du temps et tout? Je pense que ça rassure et que s'ils veulent vraiment de gros résultats, ils vont aller chercher une agence de com, ils vont payer vachement d'ads, de publicité, pour des résultats qui sont effectivement gros en chiffres, mais pas en résultats réels. Donc moi, je leur explique ça, souvent. Okay. Je leur dis c'est bien, mais si c'est pour avoir des avatars sur votre compte, c'est pas très intéressant quoi, des bots. Ouais. Je pense que les clients ils apprécient cette transparence là. Ouais, et puis ils sont pas tous très à l'aise avec la communication, donc ils ont besoin aussi d'avoir des personnes qui leur traduisent un petit peu le système. Ouais, mais justement, tu vois, quelqu'un on pourrait se penser que quelqu'un qui a pas beaucoup de connaissances, il va facilement tomber dans le panneau du discours de oui, mais moi, t'inquiète pas, en 2 mois, je t'obtiens tel résultat, tu vois. Bah, il y en a certains qui tombent dedans, mais ils sont déçus après. Ils sont déçus. Donc voilà, moi, je pars du principe que je préfère faire petit et bien que gros et pas bien. Ok, trop bien. Est-ce que t'as un exemple de, je sais pas, là, de campagne ou de client, d'opération que t'as fait où le client était particulièrement content? Ouf, bah oui, après, comme je te disais, ça dépend vraiment de l'objectif, mais je pense notamment à une coopérative avec qui je travaille, où là, l'objectif, c'était vraiment de rajeunir l'entreprise en soi et d'attirer des jeunes talents. On a démarré il y a maintenant 5-6 mois, et en fait, lui, il est trop content de savoir que juste lorsqu'il pose un appel à recrutement, et ben, il a des jeunes CV maintenant, grâce aux réseaux sociaux, et même en présentiel, ils ont des journées techniques où ils invitent les gens à aller voir les visites d'essai, donc dans les champs, si tu veux, pour voir ce qui se passe. Avant, c'était que des personnes plus âgées. Maintenant, ils ont des jeunes. Donc et ça, c'est grâce aux réseaux. C'est les réseaux sociaux. C'est énorme. Il y a un enjeu aussi, recrutement et tout. Bien sûr, oui. En fait, il faut savoir que les agriculteurs sont comme vous et moi. Hein. C'est le soir, après leur journée de travail, ils se posent dans leur canapé, ils scrollent. Et on sait aujourd'hui qu'il y a 80% des agriculteurs qui sont sur Facebook, par exemple. Donc ça, c'est quand même un signal qu'il faut y être. Et les entreprises savent que maintenant, il faut y être parce que c'est comme ça qu'on va capter la nouvelle génération. C'est très Facebook en local et tout c'est pas mal Facebook si tu veux capter toutes les générations d'agriculteurs. Mais après, on capitalise évidemment sur Instagram et TikTok pour aller chercher la pépinière des jeunes agriculteurs de demain. J'imagine que, du coup, comme c'est un métier où il n'y a pas beaucoup de gens qui osent se montrer et se lancer, pour ceux qui arrivent à le faire, c'est peut-être plus facile de se démarquer. Il y a ça. Après, on n'est pas arriéré non plus. Hein. Les agriculteurs sont de plus en plus à communiquer quand même, tu le sens. Et les entreprises du secteur agricole aussi. Après, toi, tu sais, on est chacun dans notre bulle algorithmique. Oui. Et moi, je le vois pas, ça. Je t'enverrai plein de comptes d'agriculteurs. Si je clique sur 2-3 trucs, à mon avis... Ouais. Non, mais si. En fait, c'est très lié, par contre, au machinisme. En fait, les agriculteurs adorent les tracteurs. Voilà. Donc dès que tu as de la mécanique, le gros tracteur. Et eux ils sont très avant-gardistes dans le secteur agricole, alors que les autres entreprises qui ne sont pas dans le machinisme sont un peu entre guillemets plus arriérées et démarrent un peu plus la dynamique maintenant. Voilà. Donc moi j'accompagne moins le machinisme parce qu'il y a des agences qui le font très bien et moi c'est pas mon dada la mécanique et voilà, c'est pas trop mon truc. Donc ça aussi je sais le dire à mes clients et je vais plutôt accompagner les autres entreprises. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que t'es... Attention à la question qui fâche. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que t'es déjà... t'étais déjà pleine en termes de mission, est-ce que tu arrives à continuer à communiquer? Non. Je suis pas très forte pour ça. Alors c'est peut-être... en tout cas, moi, c'était une volonté de ma part. Je voulais plus me laisser dépasser. Je veux maîtriser mon agenda. Et pour moi, c'était hyper frustrant le premier mois là, avec les 20 appels découvertes, de dire en fait là je peux pas vous prendre quoi. Moi c'était très frustrant pour moi et je préfère communiquer peu voire pas du tout à certaines périodes parce que les gens viennent à moi malgré ça et que si je le fais j'ai trop de demandes et je suis obligée de dire non. Alors là tu vas me dire oui mais tu peux augmenter tes tarifs.
Aujourd'hui, je pense, à un palier qui me convient, qui est pour moi le juste prix, et j'ai pas forcément envie d'augmenter. Voilà. Ok. Mais je pourrais. Ouais. Ok. Du coup, tu fais plus du tout d'appels découvertes et tout. Là, aujourd'hui, tu dis que t'es full ou tu... Ah bah là, je suis full. Tu fais quand même des appels histoire de voir. Là, je suis full en ce moment. Donc, c'est-à-dire que là, on est en juillet 2025 et mon agenda est plein. Donc là, moi, je le mentionne même dans mon calendrier. Là. Il y a une liste d'attente, quoi. Il y a une liste d'attente. Et là, je pourrais rouvrir une place en janvier 2026. Donc, tu vois. Donc déjà, peut-être, parce que ça dépend si mes clients continuent ou pas. En fait. Okay. Et en fait, il faut savoir que mes clients, moi, ce qui me plaît aussi, c'est qu'ils me donnent des missions additionnelles. Ouais. C'est-à-dire que je suis CM. Oui. Mais à côté de ça, je gère la presse d'une cliente. Il y en a un autre, je vais gérer le côté un peu flyer, la partie papier, parce que j'aime bien faire un peu de mon métier de graphiste à côté. Donc voilà, j'ai des missions additionnelles qui s'y ajoutent. Et donc, ce qui fait que déjà, avec mes clients, lorsqu'ils me rajoutent des choses, c'est déjà un peu showtime. Donc si je prends un autre client, je me mets encore plus en difficulté. Et donc, ça, tu le sais pas, mais j'externalise en partie. Je travaille te demander, je travaille avec une personne qui gère déjà un de mes clients sur la partie créative. Okay. Et en toute transparence avec le client. Ça, je travaille toujours en transparence, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'équipe. Elle est là à chaque rendez-vous avec le client. Et elle est là sur la partie créatif. Et ça, tu l'as mis en place à partir de quand ? Alors, j'ai commencé à externaliser, je pense, sur septembre 2024, du coup. Donc, j'ai lancé en juillet. Donc, tu vois, ça allait juste après l'été. 3 mois après. Parce que l'été était un peu chaud et j'avais un peu peur, quoi. Je t'ai dit, moi, il y a 2 mois, j'étais pas CM. Je vais pas déléguer dès maintenant. Ouais, bah oui, non, mais ça allait super vite. Donc, j'ai externalisé. J'ai fait bosser aussi les gens de ma promo. CM, et après du coup j'ai cherché plus des profils très axés agricoles parce que vraiment ma plus-value c'est je cherche des gens qui ont le langage agricole, donc j'ai trouvé une personne qui a ce langage agricole et comme ça c'est hyper autonome, elle travaille super bien, donc le développement de mon entreprise passera par ça, c'est-à-dire peut-être que la prochaine étape sera de se dire bon bah dans ces cas-là moi je suis là pour mener le côté stratégique et aller chercher les clients et le contact client et avoir la vision et le cap et d'avoir des personnes avec qui j'externalise mais qui ont aussi le langage agricole. Okay. Et aujourd'hui, toi, tu as envie de faire ça ? Pas maintenant. Okay. Parce que ça reviendrait à faire un peu ce que je faisais avant. Et est-ce que vraiment... alors, il y a le côté carriériste qui dirait oui, j'ai envie de grandir l'entreprise, etc. Mais voilà, là, en ce moment, je me sens apaisée, je me sens bien, je pense que j'ai un bon rythme. C'est quoi qui te plaît le plus dans l'opérationnel ? C'est vraiment parce qu'il y a plein de gens qui veulent sortir de ça, tu vois. Ah ouais ? Bah ouais. Enfin, encore une fois, ça dépend des personnalités, mais il y a plein de gens qui te disent j'ai envie de faire un peu moins d'opérationnel, réfléchir plus à la stratégie et déléguer plus, tu vois. Bah en fait, j'ai l'impression de faire déjà beaucoup de stratégique et le côté opérationnel me permet de me reposer, entre guillemets. Moi, faire un poste, faire du créa, pour moi, c'est du loisir. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais j'aime trop. Tu dis pas, je dois rédiger... Non, ça va. Non, alors, ce que j'aime le moins, c'est les montages très longs où tu as beaucoup à dérocher. Ça, c'est super... Normal. c'est compliqué. Mais après, le rendu, les clients sont toujours contents. Mais ouais, faire de la créa pure et dure, moi, c'est presque des vacances. Vraiment, c'est un plaisir. Donc là, en fait, ce qui tente... Parce que là, tu pourrais très bien aller refaire un post LinkedIn, aller refaire un appel découverte, signer 10 nouveaux clients et déléguer à une équipe, en fait. Bien sûr, ouais. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin aussi de me structurer. Ça allait super vite. Et j'ai envie de profiter de ce moment d'accalmie, entre guillemets, où je suis bien. Mais me connaissant, ça ne durera pas très longtemps. Okay. Donc, genre là, juste pour nous faire rêver un peu, c'est quoi le mois où tu as le plus facturé, tu vois, genre ton record de facturation sur un mois entre tous les services en plus que tu as pu vendre? Alors, j'ai pas le nombre de factures par mois, mais j'ai un CA par mois. Mon plus gros, c'est 10 006. Ok, donc le plus gros mois que tu as fait, 10 600 €. Ouais, donc ça, c'était un bon mois. Ouais. C'est un gros mois. Et heureusement que j'ai externalisé un peu et que j'avais cette soupape pour m'aider. Parce que sinon, Et là, tu n'avais pas fait que du CM, du coup? Non. J'ai fait une partie audit pour un compte où c'était hyper intéressant aussi parce qu'il y avait un audit global de leur communication. Et donc, j'ai fait ça. C'était hyper intéressant. J'ai refait aussi des sites avec... c'est pas moi qui faisais le site, je suis pas web designer, mais je faisais le fond du site. Okay. Donc ça, hyper intéressant. J'ai fait des communiqués de presse, de la gestion de presse, de l'accompagnement
dans un tournage aussi. Enfin, voilà, je fais plein de choses En différentes. fait, aujourd'hui, dès que tes clients ils ont un besoin en com, ils vont te demander à toi en Ouais, premier. et après, je dis si oui ou non Voilà. je suis capable. Et si je suis semi-capable, parce que ce qu'ils aiment aussi, c'est que je connais l'entreprise, je connais le secteur. Tu peux superviser. Et je peux superviser. Donc, je fais ça. Et après, je vais chercher le talent à côté. Oui. En fait, c'est confortable pour eux d'avoir quelqu'un de confiance qui connaît leur métier et qui va pouvoir suivre et vérifier que tout se passe bien. Ouais. Mais après, voilà, faut aussi ne pas vendre du rêve et savoir dire je ne sais pas faire. Ouais, ça, sûr. c'est hyper important. Bien sûr. Et puis toi, après, ne pas te retrouver empêtré dans des missions où tu ne sais pas comment. Ouais. Et moi, j'ai un côté assez curieuse où je me dis, ah tiens, ça serait intéressant de rajouter ça comme compétence à mon arc. Mais il faut toujours faire attention après au résultat client. Qu'il soit content. Parce qu'en fait, quand on est SM, on est en contact très souvent avec le client. Et souvent, des fois, ça peut être pas... tout ce qui est rédaction, newsletter, faire une brochure, il y a tel événement, on a besoin d'un roll-up, j'en sais rien. Ouais. Et en fait, très rapidement, on va te demander, et si toi, dès le départ, tu commences à te dire oui à tout, tu peux vite te retrouver dans la merde. Ouais. Et je pense que c'est important, dès le départ, de savoir dire, ok, ça, pourquoi pas, ça, oui, ça en supervision, ça, non, ça, voilà. Ouais, ça c'est important. De pas dire oui à tout, de savoir dire ça c'est mes compétences, ça je peux le faire ou pas dans mon agenda. Et ça, maintenant ils ont compris aussi mes clients que j'ai une sorte de délai d'attente et que j'ai besoin d'être organisée. Et ça c'est aussi ce que j'aime dans mon métier avec les contrats CM, c'est que ça me donne une vision. Je sais jusqu'à quand je suis entre guillemets tranquille en CA et en rémunération. Ah, ça te rassure ça? Ouais, moi ça me rassure. J'aime bien mais mener mon petit tableau Excel. D'un autre côté, là, il pourrait très bien t'envoyer un mail là, et te dire on arrête dans un mois. Oui, mais j'échange régulièrement avec eux. Et en fait, si tu veux, tous les 3 mois, je leur fais une sorte de mail, ou en tout cas, je leur demande... On se renouvelle. On se renouvelle et je demande une vision. Après, ça n'engage pas. Si vraiment ça n'irait pas, ils pourraient très bien me dire non d'un coup. Mais moi, ça me permet de savoir si oui ou non, il faut réactiver la communication, par exemple. Mais... En fait, voilà, comme il peut y avoir des imprévus, mais toi, dans ta manière de communiquer, tu as quand même inclus ça, où ça te permet d'avoir de la vision à long terme. Quoi. Oui. Donc, tu vois, toi, quand tu t'es lancé, tu bossais dans le marketing avant, tu avais déjà eu une première expérience professionnelle. Ouais. Est-ce qu'il y a des blocages mindset qui t'ont freiné au fait de te lancer à ton compte après avoir été salarié, ou ça a été hyper naturel pour toi d'aller proposer tes services à ton compte, quoi? Moi, le blocage au début, c'était simplement de la partie sécurité financière et le côté vraiment de passer de salarié à son compte et l'incertitude. Ça, c'était vraiment le côté le plus difficile. En plus, on vient d'en parler, le côté j'ai besoin d'avoir une vision et tout. Ouais. Mais du coup, ça, comme je te disais, avec la rupture co et puis la sécurité que tu as avec le chômage au début, ça m'a tout de suite sécurisée. Et en fait, j'étais hyper sereine de ce côté-là en me disant, en fait, même si ça marche pas, tu vas avoir des compétences en plus avec la formation. T'as rien à perdre. En fait, voilà, c'est que gagnant-gagnant. Et le regard des autres, je sais pas, parce que tu as quand même fait un post. Ouais, non. Début, le regard des autres m'a pas fait peur plus que ça. Après, je savais que mes parents ne comprendraient pas. Mais tu sais, souvent on pense aux anciens collègues. Ouais. Tu vois. En fait, mes anciens collègues, moi je me souviens toujours d'un de mes collègues qui m'avait dit en séminaire comme ça, de toute façon Marie, toi tu finiras à la com. Et je savais intérieurement que c'était ça que je voulais faire. D'ailleurs, mes responsables le savaient. Hein. J'avais toujours j'avais toujours dit, moi, mon goal, les gars, c'est je vais faire de la com. Et sauf que les places étaient déjà prises, donc c'était pas pour moi. Et en fait, avec le recul maintenant, je vois très bien dans les grosses entreprises comment ça se passe. Le responsable com, il va chercher les prestats et il fait pas du tout de com finalement. Enfin, il manage une équipe de prestataires. Donc moi, je suis très bien comme ça. Et après, en termes de skills ou en termes de mindset, je pense qu'au début, c'est la légitimité qu'il faut travailler. C'est de se dire, tiens, il faut que je me sente légitime pour que mon client soit rassuré de travailler avec moi, quoi. Et ça, moi, je l'ai eu assez facilement. Enfin, non, je vais pas dire assez facilement. Ou en tout cas, je pense que le client n'a pas perçu que je doutais. C'est plutôt ça. Et globalement, je me suis sentie comme sécurisée par la formation. Je me disais, tiens, j'ai pas eu le temps de faire 100% de la formation, mais si je suis confrontée à un moment à une question, je sais que j'ai tous les éléments là et que je vais pouvoir y répondre. Et je me suis pas mis trop la panique avec ça. J'ai suivi, en fait,
le mouvement, on va dire. Ouais. Au pire, j'enverrai un message à Yacine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et non, et un truc qui m'a aussi beaucoup aidé dans ta formation, c'est le doc que tu as sur la stratégie digitale. Celle-ci, en fait, quand tu bosses pour préparer le démarrage, l'onboarding de ton client, tu as toute une trame où en fait ça te permet de raisonner toute la partie stratégie avec les valeurs, les visions, la mission, jusqu'à arriver sur le côté très opérationnel avec le côté graphique, etc. Et en fait ça m'a rassurée parce que je me suis dit en fait si j'arrive à remplir toute cette trame et présenter ça à mon client, en fait la stratégie est là et après j'ai juste à la suivre. Donc en fait, c'est bon. Et puis ça te permet de rien oublier, t'es sûr, t'as tout traité. Ah, mais moi, c'est hyper utile. Et en fait, c'est encore plus utile quand tu externalises parce que c'est un peu ton cap. La boussole, ouais. C'est ta boussole. Ouais. Et donc, ton prestat vers qui t'externalise, il suit ça et puis c'est bon, c'est parti. Ce document, il a été tellement utile, je crois. Ah bah moi, il est toujours. Enfin, franchement, après, on le remet à jour. Tu l'adaptes aussi à toi et aux questions. Mais ouais, moi, ça, c'est vraiment ma bible de démarrage. Ça prend toujours du temps. Mais quand ça c'est fait, tu sais que déjà, le client est content, il est rassuré. Il se dit, ah ouais, en fait, là, j'ai payé une vraie presta où il y a un cadre. C'est pas juste, je t'envoie des postes et puis on verra ce que ça fait, quoi. Je t'envoie des postes, ouais. Bon, du coup, comment ça se passe la nouvelle vie maintenant de community manager qui bosse de la maison avec les enfants et tout? Bah, c'est super. Enfin, vraiment, je me sens, je te disais, apaisée. C'est vraiment le mot. Je vais pas dire que c'est... je bosse pas, hein. Je bosse comme avant. Je pense que ça, c'est dans mes valeurs. Je travaille beaucoup. Mais je m'organise comme je veux. Si j'ai un enfant malade, en fait, il y a que moi qui est pénalisé. Il y a personne qui va me dire, bah tiens, t'étais pas à telle réunion, qu'est-ce qui se passe? Pas de problème, c'est moi qui gère. Et puis j'arrive à avoir une activité sportive plus régulière, donc ça me fait beaucoup de bien aussi. Je suis cavalière, donc j'arrive à monter 2-3 fois par semaine, donc ça c'est... 2-3 fois par semaine? Ouais. Ah ouais. Ah bah oui, de toute façon les chevaux ils ont besoin d'être bossés, tu sais, c'est comme des athlètes. Ils ont besoin 2-3 fois par semaine, c'est ouais. pas mal. Ouais. Donc ça c'était vraiment... Et ça t'en faisais avant? Oui, je faisais, mais j'avais moins de temps en semaine, c'était plus chaud, et c'était vraiment le truc qui passait souvent à la trappe. Et maintenant avec le recul, je me dis c'est vraiment l'élément que j'ai besoin pour être bien. En fait, ça me permet de me recharger, d'être beaucoup plus créative, et j'en ai besoin. Donc voilà. Donc ça, en fait, je pense qu'au-delà de la formation où effectivement on apprend des compétences, moi ça m'a aussi beaucoup aidé sur le développement personnel et sur l'équilibre pro-perso. Et moi je me sens très bien. Je vois aussi comment demain je vais pouvoir monter et caper mon entreprise si je le veux. Je vois les paliers que je peux passer. Même si j'ai envie d'aller un peu plus doucement maintenant. Voilà, mais bon, on verra. On se redonne rendez-vous dans un an et ça se trouve, ça aura encore progressé. Dites-nous en commentaire si vous voulez le podcast dans un an. Ouais. Donc, non, moi, je me sens très bien et je te remercie. Je remercie l'équipe de Devenir CM parce que, voilà, moi, ça m'a vraiment permis de passer à l'action et de pas trop me poser de questions. Je pense que vous auriez pas été là. Je me serais posé déjà trop de questions sur c'est quoi mon identité graphique, est-ce que je dois avoir un nom de marque ou pas, des trucs comme ça. En fait, je me serais posé trop de questions inutiles, alors qu'en fait, tu te lances et ça... Il n'y a que le passage à l'action qui compte. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, toi, t'es passé à l'action pendant là. T'as pas attendu, hein? Non. Ouais, c'est ce que tu disais. Hein. Déjà, juste à la fin de la formation, t'avais des rendez-vous et tout, t'as signé un client. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait toute la formation à 100%, mais en fait, je l'ai faite sur le terrain. Je l'ai faite au quotidien, la formation aussi. Et en fait, je sais aussi que si j'ai une question, parce qu'il faut savoir qu'après les 1 an de la formation, on peut avoir accès à la formation, mais on peut aussi échanger avec vous et poser des questions. En fait, je sais que si vraiment j'avais un élément où je ne saurais pas répondre, je suis pas toute seule en fait. Du coup, pour quelqu'un qui se lance là aujourd'hui, qui a envie de se lancer, c'est quoi les erreurs qu'il doit éviter et qu'est-ce qui, tu vois, si on doit suivre un peu toi, ce qui a fonctionné pour toi, c'est quoi les choses à retenir pour se donner le maximum de chances d'y arriver? Déjà, c'est de passer à l'action. Alors je sais, quand on est derrière son écran, on se dit mais de quoi je vais passer à l'action, je me sens pas légitime. Mais en fait, c'est en passant à l'action que tu vas être confronté à des situations et du coup, parfois te mettre un petit coup de pied au derrière pour apprendre et être légitime devant ton client. Donc je pense que, après ça dépend des tempéraments, mais je pense que de toujours
de se dire, ah bah attends, je veux d'abord me perfectionner là. En fait, c'est une excuse au fait de vouloir se confronter à soi-même et à ses compétences. En fait, c'est en y allant que tu verras où tu dois t'améliorer ou pas. Et que du coup, ça sert à rien d'attendre 6 mois à se préparer pour un truc dont on sera prêt que le jour où on essaiera, quoi. Oui. Bah, d'ailleurs, j'invite ceux qui le veulent à aller voir mon compte Instagram s'ils veulent. Ils verront que mes premiers posts sont un peu éclatés, mais ça m'a pas empêché d'y arriver. Donc, ça veut dire que c'est pas ça qui compte, en fait. Je pense que tous les premiers posts de tout le monde sont assez éclatés, ouais. Ah ouais. Mais j'ai pas envie de les retirer pour autant parce que je pense que c'est ça qui fait l'authenticité et la vérité de l'histoire aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je dis toujours, tu prends 2 personnes, il y a un perfectionniste qui va faire en sorte que tout soit parfait et un qui passe rapidement à l'action. Ouais. Tu prends 6 mois après, le perfectionniste, il va à peine commencer à faire des rendez-vous, à faire ses premiers posts et tout. Et pourtant, son niveau, il sera tout pourri. Ouais. Parce qu'en fait, la seule manière de faire des meilleurs posts ou des meilleurs appels, c'est juste d'en faire, en fait. Ah oui. Et t'as beau attendre 6 mois de te préparer, celui qui a testé, pendant 6 mois après, il a énormément d'expérience, et il te bat, en fait. Ouais. Donc, passage à l'action sera toujours plus fort que de tout préparer dans sa tête. Ouais, c'est sûr. Bah, merci beaucoup, Marie. Merci, Yacine. C'est passé super vite, je sais même pas... Je crois qu'on a dépassé 1 heure. En tout cas, trop cool. Merci pour ton partage. Du coup, s'il y en a qui ont envie de te suivre, où est-ce qu'il faut mieux qu'ils aillent sur Insta, sur LinkedIn, comment ça se passe ? Les deux sont possibles. Donc moi, c'est Marie Lemaître et du coup, c'est sur Instagram, c'est bien dans ses bottes. Voilà, c'est le nom que j'ai mis avec Marie Lemaître attaché. Marie bien dans ses bottes, Marie Lemaître. Marie Lemaître bien dans ses bottes. Vous allez me trouver. Trop bien. Merci beaucoup, Marie. Merci, Yacine. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. On t'a préparé une masterclass d'1 heure. C'est une vidéo full value qui te montre toutes les étapes par lesquelles tu vas passer pour pouvoir devenir community manager et lancer ton activité et remplacer ton salaire en moins de 6 mois. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien et on se retrouve de l'autre côté.